Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux dans cette conférence consacrée à Spirou, héros à travers les âges. Merci messieurs d'être là. Donc nous avons à ma gauche Sergio Honorez, directeur éditorial de Spirou. Vous avez eu plusieurs vies. Vous faites partie des SNUL, un groupe humoristique belge. Vous avez collaboré au journal Le Tatin, à Circus ainsi qu'à celui de Spirou évidemment. Vous êtes également l'un des auteurs de Germain et nous et vous êtes l'un des plus grands fans des Bowling Balls. On pourrait parler de vos montages vidéo, de vos publicités, de votre œuvre. Je l'ai connu, un con. Un seul point commun, le rire. Mais alors ce rire, est-il marseillois, bruxellois, némurien, français, flamand? Oh là, ça c'est un grand débat, mais ça nous mènerait au-delà de Spirou. D'accord. Comment est-ce qu'on dit Spirou en flamand? Robedose. Robedose. Quand même. Ah, on veut dire. Ça tombe bien, monsieur Fabien Vellman. Donc vous êtes scénariste de Spirou, mais vous êtes aussi le cofondateur de la revue numérique Professeur Cyclope. Vous avez fait entre autres Seul, Yann, Des lendemains sur le nuage, Cette psychopathe, Jolie Ténèbres ou le dessin animé Avez-vous déjà vu? Sans oublier d'être un compagnon de longue date du journal de Spirou. Tout à fait. Quant à notre dernier auteur, Jean-David Morvan, scénariste prolifique, on pourrait citer donc l'univers de Sillage, l'univers de Luna, Hommes en série, HK, 7 Yakuza, mais aussi directeur de collection sur Conan le Sumérien, sur la collection Ex Libris de Delcourt. Par contre, pas de publication dans le journal de Spirou, à part Spirou. Ouais, on a fait quelques histoires courtes. Ah oui, d'accord. Donc, Spirou, héros à travers les âges, voilà un thème fédérateur. Et durant cette petite heure, on va s'interroger sur le personnage, son univers, le journal et les auteurs qui ont de Spirou fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors, moi, je me suis interrogé sur 1938, puisque c'est l'année de naissance de Spirou, et je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose, puisque c'est aussi en 1938, c'est aussi la naissance de Cabu, Jean Giraud, Kazuo Kuroke, Herman, Pierre Christin, Calvi, Raoul Colvin, Dunster Anco, mais aussi le décès de Elsie Chrysler-Ségard, créateur de Popeye, et de Pilou Pilou, qui est une des sources du Marsupilami. Donc je me suis demandé un peu ce qui s'est passé, c'était là, cet élan de créativité. Mais on va revenir tout de suite à Spirou, puisque est-ce qu'on pourrait rappeler par quels moyens Spirou prend vie? Bon, ne me regardez pas comme ça, parce que j'étais pas né à l'époque, donc je ne sais pas exactement. En fait, les éditions Dupuis, à l'époque, et pour encore de nombreuses années, sont des imprimeurs. Ils sont des imprimeurs dans la grande banlieue de Bruxelles, à 60 km de Bruxelles. Et à ce titre, Jean Dupuis, qui est imprimeur, a créé plusieurs organes de presse, les bonnes soirées, qui servaient à égayer les soirées avec des contes édifiants et avec des feuilletons littéraires. Le Moustique, qui était destiné à commenter et à faire la promotion des émissions de radio puis de télévision. Et puis il s'est dit, il faut faire un hebdomadaire pour la jeunesse. Et donc, à 60 ans, il s'est dit, bah voilà, on va créer un hebdomadaire pour la jeunesse. On va lui donner un personnage phare. Il ne savait pas encore ce que ça allait être, mais en tout cas, il connaissait certaines de ses valeurs et certaines de ses qualités, qui étaient proches des qualités de la famille, enfin, en tout cas, des valeurs humanistes et chrétiennes de la famille Dupuis. Donc, il s'est dit, voilà, on va faire un personnage comme ça. Je ne sais pas encore comment on va l'appeler. On va peut-être l'appeler, on a retrouvé des notes où il dit... on va l'appeler Julot, donc peut-être que vous auriez été les animateurs des aventures de Julot et Fantasio. J'aurais refusé. Et puis, voilà, il est tombé sur le nom Spirou, qui est un nom, qui est un mot du patois de la région de Charleroi, là où il était installé. Et Spirou, ça veut dire quelqu'un de curieux, d'éveillé, d'espiègle, un peu à l'image d'un écureuil. D'ailleurs, c'est le nom, on dit « Ah, c'est un petit Spirou ». Ça veut dire c'est un petit écureuil. Et puis il est allé voir un personnage, un dessinateur, il est allé voir à Paris pour lui commissionner de dessiner ce personnage. Et c'est ainsi que la forme graphique de Spirou est née. Ouf. Bien joué. Ok, à vous maintenant. Non mais par quels moyens? C'est-à-dire que dans cette naissance de Spirou, il le peint, le Spirou. Mais comment Spirou prend vie? Ah, voilà. Alors, effectivement, dans la première planche de Spirou, on s'aperçoit, en tout cas, il y a un dessinateur qui est mis en scène, qui ne ressemble pas du tout à Rob Veld d'ailleurs, et qui dessine ce Spirou et qui lui donne vie grâce à de l'eau de vie. Voilà. Donc moi déjà, je trouvais que ça montrait que Spirou n'était pas
n'entrait pas dans un univers tout à fait réaliste. Et est-ce que c'était déjà ce que voulait l'éditeur, que ça soit pas tout à fait réaliste? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là. C'est vrai que c'est la naissance, et c'est la naissance d'un personnage qui est mi-symbolique, mi-incarné. C'est ça qui est particulier en tout cas. Nous, on s'en est un peu servi dans le début de L'homme qui ne voulait pas mourir. On a fait Spirou en psychanalyse qui fait toujours ce rêve bizarre d'être né comme ça. Donc on a réutilisé ça dans les albums. Pour essayer de donner une cohérence à ce qui n'en a pas, soyons clairs, parce qu'effectivement ça fait partie de ces BD où si on essaie de dire bon allez, il faut respecter 50 albums ou maintenant 55, c'est impossible parce que ça se contredit d'un album à un autre. Là il est né donc d'autres vies. Bon, Jean-David essaie de l'expliquer par la psychanalyse et finalement c'est assez bien joué, mais c'est impossible. Il y a plein de fois où la série n'a pas de cohérence propre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est drôle quand on est repreneur de s'entendre dire qu'on n'est pas cohérent, parce qu'on a envie de dire mais mes pauvres amis, mais même Franquin, pourtant grand maître devant l'Éternel, même lui des fois se contredisait d'un album à l'autre parce qu'il suivait son intuition. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de Monsieur Dupuis de ça? J'ai un doute que Robvel se soit amusé à se dire pourquoi pas ça, sans doute, et c'est cette part d'amusement je crois qui est peut-être le fil rouge de ces Spirou. Et d'une façon de Spirou au journal de Spirou, il n'y a qu'un pas. Alors en marge de la première publication du numéro 1 de Spirou, la rédaction écrit ceci. En parlant des autres revues pour la jeunesse, ils ne contiennent jamais rien concernant spécialement notre pays. L'effet éducatif et artistique est presque nul. Nous espérons que la publication que nous lançons aujourd'hui remplira cette lacune, qu'elle sera appréciée de la jeunesse belge, instructive, amusante, éducative. Est-ce qu'en 2018, ce sont encore les valeurs du journal? En tout cas, le journal est plus exclusivement belge, puisque les Dupuis se sont rendus compte de la nécessité d'élargir le marché dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le journal et le personnage s'adressent à un public franco-belge et francophone en premier lieu. Par contre, les valeurs qui sont la générosité, l'espièglerie, la curiosité, la bienveillance, tout ça, c'est effectivement des valeurs qui restent celles du personnage Spirou. Ce serait difficile qu'il ait des valeurs contraires, ce serait bizarre comme héros. Oui, mais lorsqu'on regarde cette première couverture, on voit quand même un enfant, un adolescent qui fume. Je ne sais pas si ça soit une très belle valeur, par contre. Ça dépend du tabac. Mais non, je retire ce que je viens de dire. Fumer est mal. Mais c'est enregistré en audio et en vidéo, vous le savez. Ah oui, zut. Ok. Non, tu fais bien de me le dire. Donc, ça n'est pas de la bœuf, déjà, on va préciser. Non, peut-être que en ce qui concerne les vertus et les traditions de l'époque, on a malheureusement explosé les carcans depuis, et je pense que Monsieur Dupuis n'y retrouverait pas ses petits, mais non, parce que l'époque a changé. Mais après, je crois qu'effectivement, on a essayé de rendre intemporelles des valeurs qui pourraient être jugées anachroniques. Je pense que ça traverse, c'est sans doute le point commun de nos reprises avec Jean-David et moi, c'est que comment on peut rendre très très contemporain quelque chose qui date de 70-80 ballets? Je crois que la générosité, l'ouverture aux autres, c'est contemporain tout le temps, du moment qu'on a envie de promouvoir ces valeurs. Je précise que ce qu'on appelait des traditions assez empreintes de catholicisme à la Dupuis, il y a plein de façons d'incarner ça, et on peut le voir avec un trajet, sans vouloir dober, mais un trajet d'un RG par rapport à un trajet de la famille Dupuis. Il y a ces deux manières d'incarner la tradition, et on voit qu'elles ne sont pas du même côté du conflit. Spirou ayant été très lié à la résistance, on le sait par le très très bon bouquin qui a été fait sur les origines de Spirou, où on voit qu'effectivement pendant la guerre il y avait des spectacles de marionnettes de Spirou qui avaient lieu, qui servaient en réalité aussi à continuer à construire le réseau de résistance. Là où, sans dire que Hergé était un collabo, le fait est qu'il faisait avec, et Tintin était plus apolitique en réalité. Donc c'est vraiment un humanisme qui est lié à des valeurs aussi assez combatives en réalité. Ça tombe bien que vous en parliez, puisqu'en fait on a eu donc le numéro spécial Charlie qu'on voit. Il y a eu celui sur la Belgique, il y a eu donc les éditos de Jean Doisy pendant la guerre, comme tu le parlais, il y a eu les reprises de Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale, voire les discours du maire de Champignac. Finalement, est-ce que c'est ce discours politique, est-ce que c'est le rôle du journal et de Spirou d'en parler avec les lecteurs? D'abord, je pense qu'on n'a pas de rôle politique au sens politique particratique, mais en tout cas, on a effectivement notre sentiment, et qui doit être celui de Jean Dupuis, c'était effectivement de faire véhiculer ces valeurs-là, de les transmettre, mais de les transmettre dans l'amusement et dans l'humour et dans l'aventure. Je crois qu'effectivement, moi c'est une des choses que j'ai aimé dans les différents Spirou, c'est que souvent il y avait une forme de politique au sens large du terme, à savoir la vie dans la cité, le fait de comment on est dans la vie, la partie citoyenne,
qui était assez légère, mais de la part de Franquin présente par rapport à la dictature, enfin sa façon de montrer le dictateur et les champignons, elle est dans la lignée de films de Chaplin, ou de choses comme ça. Donc c'est pas une analyse fine de la politique, mais par contre c'est une analyse des ridicules qu'il peut y avoir. Cette scène fantastique de Zantafio qui fait son grand discours et tout le monde applaudit parce que les gens ont peur, mais en fait le micro est débranché. C'est quand même sensationnel. Après, c'est du pantomime presque à la Chaplin, et Fournier a aussi par exemple rajouté une petite couche en parlant de nucléaire, à une époque qui n'avait pas trop envie de parler des inconvénients éventuels du nucléaire. Et ça a d'ailleurs été une des choses qui a été un problème à un moment donné. Parce qu'il y a eu des remontées de lecteurs qui disaient « mais de quoi il se mêle? C'est un amuseur avant tout ». Et or non, je crois qu'on a pu aborder pour l'écologie aussi, si je parle de tes albums. Non, mais en plus, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on met des messages à l'intérieur des histoires, mais on peut éveiller une curiosité chez les enfants. Je pense que la bande dessinée, on n'est a priori jamais forcé à lire une bande dessinée, donc on la prend avec plaisir, on se plonge dedans, et a priori c'est le bon moment quand les gens sont ouverts pour leur faire passer des petites choses qui vont un peu les éveiller, puis après ils auront envie d'aller chercher peut-être un peu plus loin ou pas, mais au moins s'il y a 5% de gens qui se disent « ah oui, comme pour Fournier, le nucléaire finalement, qu'est-ce que c'est ? On me le présente d'une manière, mais il y a peut-être d'autres manières de le voir, etc. » Après ils font le chemin eux-mêmes. Mais c'est ça en fait, il ne faut pas leur dire quoi penser, mais il faut les éveiller à la pensée. Alors cet événement à la pensée, moi je me suis demandé finalement dans ce titre Spirou héros à travers les âges, c'est quoi un héros? Alors ça c'est passionnant, justement de se poser la question. Moi typiquement c'est le cœur d'un des albums qui était dans les griffes de la vipère, un de mes meilleurs titres au demeurant. Dans toutes les bonnes librairies. Voilà, dans toutes les bonnes librairies, parce que justement comment dire, je crois qu'on peut pas raconter une histoire de héros de la même manière que 50 ans avant. Parce que ne serait-ce que parce que par exemple on a des informations qu'on n'avait pas à une époque. Quand maintenant je pense à un autre album qui était le Groom de Sniper Alley. Oui. Quand je veux parler d'un conflit en dehors de l'Europe, si je dis juste bon il y a des bombes qui tombent, je passe à côté de tout ce que je peux lire sur Mediapart ou le Canard enchaîné ou qu'importe, où en fait on voit bien qu'il y a des répétitions de schémas dans certains types de pays où on déboute un dictateur et derrière on impose une forme de démocratie un peu cheap qui en réalité permet de vendre du pétrole. Bon, et au bout d'un moment, quand c'est tellement récurrent, on peut finir par se dire c'est intemporel comme Spirou. Dans le cas des griffes de la vipère, on s'est vraiment posé la question avec Johan de dire, à l'ère des avocats et des ordinateurs géants, c'est quoi un héros? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on a encore besoin de quelqu'un qui passe de pays en pays en faisant des tas de folies? Et donc, on poursuit Spirou en justice et son nom lui échappe parce que finalement, c'est racheté par un groupe. Donc, qu'est-ce qui reste d'un héros qui ne peut plus utiliser son nom, qui s'il fait un pas de côté, ça retombe sur ses amis puisqu'il y a des procès en pagaille, et que c'est d'énormes ordinateurs qui le traquent à travers la planète. Et on a essayé de montrer que justement, malgré ça, il restait des valeurs qui pouvaient perdurer. Quel que soit le changement autour, il restait des valeurs comme justement la générosité, l'entraide entre les gens. Et ce qui est marrant, c'est que ça devait être dans l'air du temps parce qu'on retrouve à peu près les mêmes schémas dans le film de James Bond qui était sorti à peu près à la même époque, qui était Skyfall, je crois, qui est à mon sens un des meilleurs James Bond depuis longtemps, où on voit un James Bond crevé, qui est complètement à côté de la plaque, qui devrait être remplacé par des systèmes de localisation par satellite et par des trucs numériques, et en fait qui a l'air d'être justement devenu démodé, et qui en réalité continue à représenter une forme de résistance humaine qui essaie de perdurer malgré tout. Mais finalement, c'est aussi ce qu'on retrouve à travers les différents auteurs, puisque dans le Réveil du Z, on voit que Spirou et Fantasio sont à côté de l'ennemi. Aux Sources du Z, il réécrit son histoire. Donc finalement, il y a toujours cette forme de réécriture, comme on disait. En fait, un des trucs avec Spirou, il faut toujours à la fois essayer de se référer à l'univers d'avant, parce que c'est intéressant, parce qu'on a tous été fans de ça et que c'est bien, et en même temps, il faut être contemporain, donc il faut vraiment trouver le moyen pour mélanger les deux. Et d'ailleurs, dans ce dernier album, je dois le dire aujourd'hui, dans notre dernier album, le tome 50, il manque une phrase, et que j'avais écrite et qui a disparu, et en fait, c'était la dernière phrase de Fantasio, était... mais c'est pas grave ce qui nous arrive, parce que ça se finit sur un imbroglio un peu bizarre, c'est un Spirou ancien qui arrive dans le présent et tout ça. Qui m'a posé bien des problèmes après. Et en fait, toute la question est là, le Fantasio disait, mais en fait c'est pas grave, parce qu'on a qu'à retourner dans le passé et on recrée la situation d'avant. Mais Yann l'a enlevé dans les dialogues. D'accord. Et donc ça ressemblait à un piège pour toi, mais c'était pas un piège en fait. Venant de Yann, ça peut tout à fait être un piège, mais ça, je sais que c'est taquin.
Et donc la phrase est partie. Et voilà, et donc ça c'est vachement intéressant de jouer avec plusieurs choses. Après, la limite entre un héros et un mec qui a un problème psychologique, c'est aussi un peu, c'est toujours un peu limite. Moi, je vois quand même Spirou comme un mec qui veut absolument aider les gens, même quand les gens ils leur demandent rien. Donc des fois, c'est un peu gênant quoi pour les gens. Un type qui veut les aider absolument. La preuve, c'est que dans la dernière façon de montrer Spirou, finalement, il devient Super Groom. Donc il modernise sa façon d'être. Dans les héritiers, il va carrément capturer un animal mythique. Il a quand même un petit problème psychologique. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est comme Batman, s'il n'avait pas une grosse névrose, on n'aurait pas envie de voir ses aventures. Justement, l'année prochaine, c'est les 80 ans de Batman. Oui, qui d'ailleurs est un tout petit peu plus jeune que Spirou. Donc on lui laisse une petite avance quand même, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais en vrai, on est né avant lui. Voilà. Alors, au cours de ses existences, il y a quand même eu 9 auteurs ou duos d'auteurs qui ont façonné Spirou. Il y a son univers qui a évolué, donc il y a diverses habitations, il a eu diverses voitures, donc de la plus simple au plus luxueux. Et donc dans ce cas-là, comment envisager l'univers de Spirou lorsqu'on l'a entre les mains? Je me fous à poil. C'est ce qu'on attendait tous. En fait, aussi encore dans L'homme qui voulait pas mourir, on s'est dit on va mettre Spirou dans un environnement, on va lui trouver une maison. Il avait une maison avant. C'est toujours un peu flou avec qui il habite. Ça reste un peu flou. Donc, comme j'habite à Reims, c'est que juste à côté de chez moi, il y a une petite ville qui est la ville de naissance d'Uderzo. En fait, avec Rosé Louise, qui est un grand fan d'Uderzo, on a été prendre des photos de la ville d'Uderzo et on l'a fait habiter dans la ville d'Uderzo. Donc c'était une sorte de truc un peu métaphysique comme ça de Spirou qui habitait chez Astérix. Parce qu'en fait, c'est la chance qu'on a en bossant chez Dupuis, c'est qu'en gros, la plupart du temps, je pense qu'on a dit aux repreneurs, inspirez-vous des albums et puis faites ça quand même un peu à votre sauce avec, somme toute, une forme de carte blanche. Là où c'est plus compliqué, c'est pas tant vis-à-vis de Dupuis que vis-à-vis des lecteurs et de leurs réactions. Et entre autres dans ces réactions d'Internet, parce que je dirais que c'est pas tout à fait le public. Internet, c'est une représentation assez assourdissante d'un public qui se fait entendre. Et à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, mais en fait non. Parce qu'on est très vite jugé. Et le fait qu'on soit, nous, partis vers Super Groom, entre autres, c'était déjà pour s'amuser avec le personnage en disant, et après tout, si Spirou se disait qu'il y en a marre de ces super-héros qui, justement, font Batman, on entend parler, et puis nous, quand on fait Spirou, on n'entend pas parler, qui décide de faire un canular en disant, je vais inventer un personnage Super Groom, et à la fin, j'enlèverai mon masque en disant, c'était moi, ce bon vieux Spirou. Et en fait, tout le monde se met à kiffer Super Groom, mais il peut plus dire que c'est son nom. En plus, entre-temps, il a failli tuer des enfants. Donc, il veut plus du tout montrer son visage. Et on en avait fait d'abord juste un récit court avec Johan, et on s'était tellement amusé, et on a eu tellement de bons retours de gamins qui arrivaient avec le personnage de Super Groom dessiné, qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de s'amuser avec ça. Mais je reconnais que c'est aussi une manière de nous accorder une liberté, qui est justement de dire de manière très 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 claire au lecteur, regardez, là c'est presque plus un spin-off avec un personnage qui va vers Super Groom, et on s'amuse avec ça, et on s'autorise tout. Et ça sera pas très grave que Super Groom habite à tel endroit de Bruxelles, alors qu'en fait dans le tome 45, non. Parce qu'on essaie d'être assez clair, c'est que oui, c'est la vraie série mère principale, elle reprendra en temps et heure, mais qu'en attendant, on prend des vacances. Et c'était une des réponses possibles pour éviter cette espèce de... Est-ce que ce sont vraiment des vacances? Alors il se trouve que ça ne sera pas des vacances. En vrai, il essaie de prendre sa retraite. Là, j'y ai mis mes préoccupations écologiques, parce que à un moment donné, je me suis retrouvé... En fait, souvent, on s'inspire de soi pour parler ou alors on essaie de faire faire à nos héros ce qu'on aimerait être capable de faire. Bon, en gros, plus ça va, plus je suis alarmé par la situation écologique et plus je suis pessimiste. Je peux pas me permettre de l'être trop dans Spirou, mais je le suis dans la vie. J'essaie de moins prendre l'avion. Et je me retrouve en train d'écrire des aventures d'un type qui prend l'avion tout le temps, qui a un bilan carbone catastrophique. Et donc je me dis, c'est quoi le message que j'envoie si je fais faire à un héros quelque chose que je pense pas être la bonne chose à faire? Et je me suis dit, en même temps, je vais emmerder tout le monde si je saoule les gens avec cette histoire de l'avion, parce que je vois bien autour de moi que quand j'en parle, tout le monde n'adhère pas à ça et que j'ai pas envie d'être prosélyte. Mais en même temps, je peux pas faire abstraction de ce que je crois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré cette schizophrénie avec un Spirou qui dit, il y en a marre de mon bilan carbone déplorable, j'arrête, je prends ma retraite, je veux cultiver mon jardin. Et au même moment, il y a une pétition qui réclame le retour de Super Groom, dans ce qui va être donc le premier album de Super Groom. Et cette pétition marche parce qu'il y a un autre Super Groom qui débarque, qui fait plein de conneries, et du coup, Spirou est obligé de réagir. Donc effectivement, il va être maintenant un petit peu comme ça en balance entre son envie de cultiver des radis bio,
qui n'intéresserait pas grand monde dans cette salle a priori, et le fait que le soir il doit sauver le monde. T'en sais rien? Est-ce qu'il y a Oui, non, je ne sais des radis bio? Je ne sais pas. Sans doute que vous semez des radis bio, je l'espère d'ailleurs, et que vous ne prenez plus l'avion. Ouais, déjà, je sens un flou un peu. Pour aller à la Réunion, ça va être dur. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais bien, en fait, ce que j'aimerais montrer là-dedans, et on revient à la notion de héros. C'est quoi un héros? C'est que pour moi, il y a plus d'héroïsme à faire une vie de quartier qui essaie d'intégrer les gens, qui essaie de, tiens, le problème des migrants, comment on fait avec ça quand ils sont chez nous, dans notre ville? La question de comment on peut faire pour que ça aille mieux au niveau écologique chez nous, à l'endroit où on vit, d'autant qu'on commence à plus trop croire à la politique, au sens justement politique politicienne. Donc je crois qu'il y a une forme d'héroïsme des associations qui malheureusement n'est pas dramaturgique. C'est pas hyper fun de s'intéresser à une association écolo. Donc de montrer ce qu'il essaie de faire dans sa vie de tous les jours, dans son quartier, du coup qu'on a vraiment mis en Belgique, à Bruxelles, on a eu envie de le réintégrer à Bruxelles. Et que le soir, il est super groom, il fait des trucs super spectaculaires, mais pas forcément méga efficaces. C'est un peu une manière de montrer que l'héroïsme n'est pas forcément où on croit, mais de respecter le lecteur en disant, vous inquiétez pas, il y aura quand même plein de scènes spectaculaires à base d'explosions de semis de radis bio. Ça va aller dans tous les sens, il y aura des laitues partout. Des explosions bio. Des explosions extrêmement bio avec un bilan en carbone plutôt bas. Je me suis demandé si Spirou, c'est une série féminine. Il n'y a pas eu d'autrice, a priori. Bah, il y a qu'à voir ce plateau, ça fait un peu peur en vrai. Non, il n'y a pas d'autrice pour l'instant. On aimerait bien. On essaie d'y mettre, je pense, des thématiques féministes. C'est venu doucement avec ses copines, entre autres, qui était peut-être un des personnages. Avec du recul, elle paraît pas super féministe tant que ça, parce que le fait que Franquin montre une femme qui conduit, mais elle conduit mal. Avec du recul, on peut se dire c'est pas très adroit. Mais à l'époque, je crois qu'en remettant dans le contexte, ça peut-être Sergio, tu le sauras mieux que moi, mais je crois qu'elle était féministe pour ce qu'était la représentation des femmes dans la bande dessinée à l'époque. En tout cas, dès le premier album qui est La Corne de Rhinocéros, en fait, elle exprime le fait que Spirou et Fantasio sont déjà dépassés. Oui, ça c'est En vrai. fait, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, je suis la relève, vous êtes des journalistes installés, payés par Moustique. Moi, je suis à la pige, je dois me défendre, je dois être plus maligne que vous pour y arriver. Après, il reprend ses cotines dans Le Nid des Marsupilamis, il en fait une bourge. Elle est un peu avec sa petite robe. Et c'est un personnage qui devient moins intéressant à partir de ce moment-là, d'ailleurs. Mais qui a une apparence relativement androgyne, d'ailleurs, quand même, par rapport à ce que pouvait être la représentation de la femme dans la bande dessinée, qui variait entre l'absence absolue, la bimbo ou la Castafiore. À une époque, c'était un peu ça, les représentations. Le fait qu'elle soit un peu garçonne, c'était aussi un petit quelque chose de plus. Et je crois qu'on a eu envie d'utiliser ce personnage à un moment ou un autre dans nos reprises, parce qu'elle est quand même hyper attachante, en essayant de lui enlever ce côté peau de glu que dit son nom, hein. Ses cotines, c'est de la colle, un peu moins chiante peut-être, et un peu en avance sur les héros, des fois benets. Je crois que ça, c'est quand même assez agréable. Qui dit héros dit aventure, mais par contre, pas ou peu d'aventures sentimentales. Luna Fatale, Aurorea, ses cotines Fantasio se marient. À 73 ans, vous l'avez dit Jean-David, à 73 ans, il embrasse ses cotines. Ouais. Voilà. Il était temps. Voilà. À 30, il refait sa vie avec l'amoureuse du comte de Champignac. C'est assez peu en 150 histoires, à moins qu'avec Fantasio. Il y a des rumeurs sur le fait qu'ils habitaient ensemble. Bon, après tout, bon. En même temps, il y a plein de choses qu'on l'a jamais vu faire. Heureusement, c'est plus ou moins intéressant, on va dire. Donc bon, peut-être qu'il s'est passé des choses entre les cases, on ne sait pas. Avec la série des one-shots, donc une aventure de Spirou et Fantasio part, dont est issu entre autres le Émile Bravo, maintenant bien connu, ou le Yann Schwartz, soit le journal d'Ingénu, soit Groom Vert de Gris. On s'était permis avec Johan de faire un épisode où c'était... Alors bon, Johan adorait l'idée qu'on puisse un petit peu plus pousser dans cette direction, et moi je freinais un peu en disant ne choquons quand même pas trop les lecteurs, mais on se retrouve quand même avec une nana qui à un moment donné met une main au cul de Spirou d'un air de dire « Hein, mon petit là, pof !» Aller me chercher le café et de voir la tête de Spirou à ce moment-là, genre c'était quand même assez joyeux, je reconnais. Mais c'est vrai que peut-être parce que je ne le lisais pas dans les albums que je lisais gamin, je reconnais avoir du mal à sexuer vraiment Spirou, peut-être parce que j'estime que c'est pas forcément le lieu, que j'ai envie que ça reste un espace de pur imaginaire hors sexualité. Est-ce que c'est bien, pas bien? Par contre, j'ai envie que ça soit féministe. J'ai envie que les valeurs qui soient défendues soient quand même des valeurs féministes. Ça me semble important. Je me demandais si par rapport aux différents auteurs, à un moment on pouvait se passer des créations d'André Franquin comme l'a fait Émile Bravo. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on voit les différents auteurs, c'est à chaque fois, on parle à un moment de Franquin, j'ai voulu mettre ça de Franquin, j'ai voulu mettre ça de Franquin. Et Émile Bravo, lorsqu'il a fait le journal de l'ingénierie, il a dit j'ai voulu faire abstraction de Franquin et j'ai voulu le passer avant. Est-ce qu'on peut se passer de Franquin ou pas? Bah, la preuve qu'il y est arrivé.
Oui, il y est arrivé, mais est-ce que finalement, imaginons sur d'autres tours, ou même finalement si on repart sur la série principale, on peut carrément faire abstraction. Il y a une chose que dit Franquin à travers toute la série Spirou et Fantasio de Franquin, c'est qu'il ne fait jamais la même chose. Il y a toujours les mêmes personnages en main, mais le type d'histoire, le type de scénario est foncièrement différent, presque d'album en album. C'est le conte de Champignac, on dirait plutôt du cinéma à la Clouseau, et Panade à Champignac, on dirait plutôt du Marx Brothers. Donc il a exploré des tas de choses différentes, et en fait c'est ça qu'il raconte aussi, et je pense que chaque auteur s'en empare, c'est ce personnage qui finalement est c'est une marionnette avec certaines valeurs à transmettre, mais comment est-ce que je peux la faire vivre? Et oui, je peux faire abstraction de Franquin, parce que déjà, Franquin dit, faites abstraction de ce qui a été fait auparavant pour réinventer. Je pense que c'est tout le problème des reprises et des gens qui ont lu Spirou quand ils étaient enfants, parce que Franquin n'a jamais fait un seul album, et les autres après n'ont jamais fait d'album nostalgique. Mais par contre, les lecteurs, ils ont, et ceux des forums dont tu parlais tout à l'heure, ils ont de la nostalgie. Et en fait, du coup, quand on fait un Spirou contemporain comme Franquin faisait son Spirou contemporain, bah nous, on a l'impression, les gens qui l'ont lu il y a longtemps ont l'impression qu'on trahit parce que c'est contemporain. Mais Franquin, il a fait des albums contemporains aussi. Et donc, en fait, tout le souci est là. Nous, on a fait dire à Champignac que cool une fois, ça a été une déferlante. Mais comment as-tu pu Je sais, on a été dingue. Quand je pense à toutes les horreurs qu'il y a dans le monde et tu en rajoutes. Et voilà, donc il y a vraiment ce côté-là où il y a une surveillance. Mais c'est vrai on donne sans doute trop d'importance au forum parce que c'est aussi des gens qui parlent entre eux et puis ils s'amusent entre eux, ils disent des trucs. Mais nous, c'est vrai que comme c'est public, on va les lire. Et puis, des fois, c'est un peu dur. Et puis voilà. Il ne faut pas les lire. Moi, je les ai lus pour la conférence. Mais en même temps, comme je disais, en fait, il y a toujours un truc qui reste. Et finalement, à travers ça, on voit un peu l'âge des gens, à quel moment ils ont lu Spirou, et particulièrement Tom et Jerry, parce que je suis allé voir l'expo Spirou, qui est très jolie. Et je vais vous lire... je ne sais pas quelle est la personne qui a fait les textes, mais c'est assez marquant de notre Spirou à nous avec Rosé Louis. Donc après Tom et Jean-Ry, c'est le tandem Morvan-Munira qui s'y colle, le graphisme change, l'ordinateur est passé par là, le style apporte au personnage des silhouettes plus allongées, plus fragiles et moins dynamiques, les couleurs informatiques plus froides pour certains, en tout cas. Donc voilà, ça c'était déjà sympa pour une expo. Et, j'ai assez hâte de voir ce qui est écrit sur moi. Attends, parce que toi au début du tien, non c'est pas mal. Et alors au début du tien, c'est marqué après 3 albums. Bon, déjà c'est 4, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour nous parce qu'on a été viré 2 fois, dont une fois le premier album. Mais... Avant même qu'il paraisse. Avant même qu'il paraisse, il a failli être pilonné, c'était intéressant. On rentrera pas dans tous ces détails. Donc après 3 albums, on se rend compte qu'il faut retrouver l'âme de Spirou. Merci. Ah oui, c'est ça. Bah oui, tout à fait. On va le prendre bien. Hein. Donc, mais c'est intéressant. Le problème qu'il y a autour de Franquin, c'est pas un problème dans l'absolu, c'est que c'était un génie. Bon, on est donc face à une statue du commandeur, c'est qu'à un moment donné, passer derrière un génie, par définition, on sera dans l'ombre d'eux. Le paradoxe étant qu'il y a un effet de perspective en les relisant bien plus tard, c'est que si on prend album par album les albums de Franquin, il y en a des ratés narrativement. On peut se permettre de le dire. Graphiquement, non, c'est jamais raté. Mais du coup, l'effet de perspective fait qu'on va dire tous les albums étaient bons. Ce qui n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, lui-même se battait avec. Des fois, il poussait le truc en disant « Bon, j'ai une idée, je mets 2 pages. » Et puis d'autres fois, il se faisait aider par quelqu'un, mais il était en lutte. Avec oui, Greg, c'est... Pas forcément pensé comme des albums. Mais... Non, on veut dire, Panade à Champignac, ça a été fait dans la douleur. C'était un peu sa manière de dire « Maintenant, j'arrête. » Donc finalement, oui, c'est un génie. Mais par exemple, je le trouve plus cohérent sur Gaston. Alors que sur Spirou, il a fait comme il pouvait. Il devait pisser de la copie, si je peux me permettre, avec un talent de fou. Donc nous, au résultat des courses, on doit se battre un peu avec ça. Je rejoins le fait que, je cite Delporte, qui avait dit ça de manière très futé. Il avait dit l'âge d'or de la bande dessinée, c'est celui qu'on avait quand on lisait ses premiers albums. Et donc tout est dit, c'est qu'effectivement, on pourra jamais le retrouver. Donc il y a plein de fois où je disais à mes lecteurs, mais je suis vraiment désolé de vous le dire, mais Franquin est mort, et je suis moins bon que Franquin. Lisez autre chose. Mais justement, donc... mais je suis plus vivant, et il y a une expo qui dit qu'enfin j'ai compris les merdes qui ont été faites avant moi. Donc je suis futé quand même, je ne peux pas me retirer ça. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que derrière Franquin, il y avait Greg Roba, JDM, Will Roba, donc il y avait quand même aussi toute une équipe qui donnait des idées, aussi à travers le rédacteur en chef de Spirou de l'époque. Qui était génial. Qui était Delporte. Alors je me demandais si finalement il y avait encore cette émulation, on trouvait encore cette émulation dans le journal de Spirou avec vous.
Moi, je trouve ça important qu'il y ait un lien entre le journal de Spirou et le personnage. C'est pour ça que je suis content de voir en plus qu'il y a une rédactrice en chef qui débarque. On parlait de la faible place des femmes dans la bande dessinée. Bon, ça change, hein. Mais c'est la première rédactrice en chef de Spirou, donc on ne désespère pas que quand elle m'aura viré, il y a une femme qui s'occupe de la série Spirou. Mais je trouve important, je trouve par exemple que ce qui est intéressant dans ce que fait Florence Mixel, pour pas la nommer, c'est qu'elle essaie de renouer avec des séminaires d'auteurs qui justement recréent un esprit qui n'a jamais exactement existé. Moi, je sais que quand je fantasmais de bosser pour le journal de Spirou adolescent jeune adulte, je me représentais ça comme la rédaction qu'on voit dans Gaston. C'est-à-dire un lieu un peu étonnant où les gens arrivent avec des planches, on voit des fois Franquin, des fois Spirou. Ah, c'est normal, c'est la créature et le créateur ensemble. Bon. Et moi, je me disais, c'est ça la rédaction, et je faisais des rêves dessus, quoi. Je m'imaginais en train d'arriver dans la rédaction. Et puis un jour, j'ai compris que ça n'avait jamais complètement existé, que c'était une recréation mentale, comme l'atelier Mastodonte après. Oui, ça n'existe pas, hein, au passage, l'atelier Mastodonte, je suis désolé de vous l'apprendre. Et du coup, c'est une recréation mentale parce qu'il y avait une ambiance au sein du journal, qui n'est pas toujours évidente à obtenir s'il n'y a justement pas une envie de faire participer les gens. Dans le cas de Florence, un des premiers trucs qu'elle a fait que j'ai trouvé chouette, bon déjà elle connaît très bien le journal, puisqu'elle a bossé dedans très longtemps, c'est qu'elle a fait un séminaire des auteurs. Ce que j'avais fait avec Thierry Tinlot à mon arrivée. Ouais, Thierry le faisait. Et moi, ce truc-là, je trouve important parce que c'est justement une manière de faire une connexion que les lecteurs ne verront pas forcément, mais que nous, on ressent en tant qu'auteur. Et un des trucs dans la reprise éminemment plus réussi qu'après donc ce triste tandem, si j'en crois l'exposition. Moi aussi, je rajoute. Oh, tu peux les croire. Voilà. Mais un des trucs qu'on voulait faire... Vous avez fait de l'âme de Spirou. Un des trucs qu'on voulait faire, c'était de réintégrer Spirou dans la rédaction. De dire c'est le représentant du magazine. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien garder dans Supergroom, c'est que, en fait, en me moquant un peu aussi, en faisant un parallèle avec des trucs à la Superman ou Spider-Man, c'est que il est journaliste de jour, timide, à la rédaction de Spirou, et le soir, il sauve la planète. Ça sera un peu pour montrer, regardez, oui, on n'est pas dupe, on fait un peu à la manière des comics, sachant, soit en passant, qu'on veut pas que ça soit que comics, mais simplement renouvelé. Mais pour moi, le lien avec la rédaction, il est super important. Même, c'est émotionnel quand on va dans un festival et qu'il y a un groom géant, un Spirou géant gonflable, ridicule, mais qu'on adore, quoi. C'est se dire, il est là, quoi. Ça continue à vivre aussi parce que le magazine existe. Et d'ailleurs, le personnage a été créé pour le magazine. C'est quand même, c'est un cas unique en Europe. En France, Belgique, dans le cas présent, d'habitude, les héros sont créés par d'abord des auteurs, ensuite un éditeur les achète, contrairement aux États-Unis. Il se trouve que, comme tu l'as dit, Sergio, ici, c'est le contraire. C'est un éditeur qui dit « je veux un porte-étendard du journal ». Donc pour moi, cette notion d'émulation que tu évoques, elle est très très liée au journal de Spirou. Donc là, c'est pour ça que j'attends vraiment de voir ce que Florence va pouvoir faire, parce que c'est assez excitant, quoi, assez passionnant. Mais si c'est comme ça, c'est bien, parce que moi j'ai connu une période où il n'y avait pas beaucoup de liens entre le journal et l'éditorial des albums, qui pourtant sont juste l'un en face de l'autre, avec que des miroirs. Et une fois, on était arrivé au journal et les gens du journal nous ont demandé « Alors, il se vend bien votre Spirou ?» Mais en fait, demandez aux personnes à côté, mais en fait, ils ne se parlaient pas, donc on nous parlait presque... Donc si ça, c'est revenu, l'émulation entre l'édito et le je journal... Je crois. Ça vient aussi du rédacteur en chef, parce que j'ai lu qu'au travers des différents rédacteurs en chef, quelquefois, le Spirou disparaissait carrément du magazine aussi. Alors il y a des périodes où les supports étaient moins disponibles, etc. Et puis chaque rédacteur en chef a aussi son style et il donne sa patte au journal. Alors on sait que Yvan, il a donné une patte au journal plutôt dans les années, à partir en fait assez tard dans sa carrière, puisqu'il commence à travailler dans le journal en 1955, c'est plutôt vers 1963-64, et pour 4 ans, il donne vraiment quelque chose, un esprit du journal à travers les rédactionnels, à travers une manière de s'adresser aux lecteurs. Et c'est ça qu'il avait de formidable et qu'on essaie de retrouver avec Florence. C'est, d'un côté, il y a une communauté d'auteurs, d'un autre côté, il y a une communauté de lecteurs, et le journal, en fait, c'est l'endroit où on met en scène la rencontre entre les deux. Et ça doit être extrêmement vivaçant. Et les expériences comme Gaston Lagaffe, c'est ça, hein, c'est raconter les histoires, comment on fait le journal, d'une manière évidemment farfelue. Il n'y a pas eu de Gaston Lagaffe dans la rédaction. Je pourrais citer 2-3 personnes. Pétou après la... Voilà. Oui, c'est ça. C'est aussi une tentative de dire, derrière le travail des auteurs, voilà comment ça se passe. Tout est inventé, bien entendu. Non, il y a des machines pour faire tout ça et on n'a plus besoin d'auteurs. Nous, on n'est pas des auteurs, on est des acteurs. En fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une formule adéquate pour le journal de Spirou? La formule d'abonnement, oui. Voilà. Oh, un bon mot. Voilà l'esprit Spirou. Non, mais ça marche bien en abonnement en plus, il y a toujours autant.
casse la baraque. Tu parlais de quelle formule du coup? Parce que je me demandais, quel est le rôle du rédacteur? Il y a un changement de lectorat, plus ou moins jeune. Il y a une place plus ou moins prépondérante justement du personnage de Spirou. Est-ce qu'il y a une formule adéquate? Ce qui est compliqué, et ce dont on s'est rendu compte, en particulier dans ce séminaire qu'on avait fait l'autre fois, c'est que la spécificité et la force du magazine Spirou, c'est qu'il est lu par des familles, des enfants aux adultes. Ce qui est compliqué, c'est de trouver un équilibre de ça. Parce qu'il y a l'adulte qui va dire « Ah, quand même, j'aimais bien quand il y avait telle série, Yoko Tsuno qui revient, ça me rappelle mon enfance ». Le gamin va lire ou pas Yoko Tsuno, mais va préférer Dad ou Seul, une excellente série que je vends au passage assez peu cher. Voilà, ou le Zorglub que peut faire Mulera. Enfin bon, chacun va y trouver sa sauce. Au passage, d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'âge d'or du magazine, en réalité, ça existe, même pour quelqu'un qui a aimé le magazine, ça n'existe pas vraiment. Quand on relit des vieux magazines Spirou de l'époque qu'on a soi-disant aimé, on se rappelle qu'il y avait pas mal de trucs pas terribles dedans et qu'on a juste retenu les très très bons trucs. Je ne citerai personne. Mais je veux dire, c'est comme un panier à map. On s'est abonné, on a des trucs qu'on n'aime pas. Il y a aussi des navets qu'on va pas cuire. Et puis à côté, il y a des trucs super frais. Mais ça a toujours été ça. Moi, une époque où on dirait tout était bon, j'y crois pas. Même les époques que j'ai adorées de Spirou, moi je l'ai lu beaucoup dans les années 80. Il y a des trucs qui piquent les yeux quand on les relit, quoi. Mais on retient que ce qu'on a vraiment aimé. aimé. Vous regardez tous tes Spirou? Non, parce que je suis pas très collectionneur. J'ai fait quelques gaffes avec ça. Hélas. J'ai découpé les vieux Spirou de mes parents pour garder les dessins de Franck. Donc non, je suis pas du tout respectueux de ça. Et je me demandais si le journal n'était pas dépassé. Comment être connecté aux lecteurs, puisque eux-mêmes sont sollicités de part et d'autre, ou même sont souvent sur les smartphones, sur les tablettes. Comment faire pour les garder, puisque c'est un journal papier? Le papier, ça fonctionne toujours. Hein, oui, on est d'accord. Parce que je peux te le passer, je peux le passer à mes camarades. Le truc, c'est effectivement passer le journal, et peut-être le mot le plus important, c'est la transmission. Et comme le dit Fabien, quand on a 60 ans, on peut être fan de Bugdani parce qu'on a commencé à lire et à être excité par Bugdani et par Yoko Tsuno. Quand on a 40 ans... Ou alors parce qu'on est gâteux. Ouais, il y a des fans de Bugdani dans cette pièce. Ah voilà, il aime bien. À 40 ans, on est tombé dans Donjons et Dragons, puis, donc on va aimer retrouver du Lewis. Plus tard, c'est une génération qui a aimé Titeuf, donc quand il y a du Nob ou qu'il y a du Thébault, voilà. En fait, c'est une espèce de millefeuille de transmission. Et on le voit assez bien, hein, c'est que le journal est acheté en majorité par des adultes, pour le transmettre et pour transmettre l'idée de la bonne bande dessinée de qualité franco-belge aux enfants. Mais oui. Voilà. Et c'est vraiment c'est nous. Regardez, c'est le bon goût. C'est ça. Voilà. Assurément. Ce grand silence glacial qui s'est abattu. Maman, comment on peut partir de la salle sans vexer personne? On va vexer, on va vexer. Je vais cacher mes chaussettes Décathlon. Dans les interviews que j'ai lues derrière les auteurs parlent de chiffres de vente, de vouloir récupérer du lectorat, des films, du parc. Et pourquoi la bande dessinée n'est-elle maintenant que chiffres et attractions? Mais ouais. Non, maintenant la vraie réponse. Vite, les gars, trouvez quelque chose. Finalement, que ce soit vous, Velman, avec Johan, ou vous, avec le... Non, mais la BD, c'est quand même un média qui coûte pas cher à faire pour les auteurs et à payer pour les éditeurs, et qui permet justement de faire des parcs et des choses comme ça. Mais la BD, c'est la base même de tout le système. On le voit aux États-Unis, c'est la même chose. Je ne vais pas être méchant, mais je suis pas très fan des films de Marvel, mais je les préfère quand même aux films de Spirou. Mais bon, au-delà de ça, sans BD, il n'y a pas de film de Spirou. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, ça c'est une autre question. Mais sorti de là, la BD, ce qui est bien, c'est que justement, c'est un espace de liberté où, effectivement, avec Spirou, c'est un peu plus compliqué de faire exactement ce qu'on veut, mais quand même, on nous donne une liberté. Et après, c'est ça qui peut créer qui peut aller sur d'autres supports. Donc, on commencera jamais par faire un parc d'un personnage ou d'un univers qui n'existe pas. Moi, je pense que c'est le bon début. Après, ce qui peut peut-être, alors je ne sais pas exactement les interviews dont tu parles, mais ce qui pourrait justifier, moi par exemple, je parle de chiffres concernant Spirou, c'est qu'il y a quand même une attente de l'éditeur derrière. Si je propose une BD que j'ai inventée vraiment complètement avec un dessinateur,
Bon bah on va espérer que ça marche, bien entendu, parce que c'est notre bébé, on a envie que, mais on peut jamais assurer quoi que ce soit. Dans le cas de Spirou, je dis pas qu'il y a une obligation de résultat, mais quand même on nous demande que la reprise soit pas un fiasco. Donc bien sûr qu'on a un œil sur les chiffres, qui ne serait-ce que de se dire est-ce que ce qu'on a proposé là, comment ça a été perçu par les libraires, perçu par les grandes chaînes Cultura, Fnac, comment c'est perçu par les lecteurs. Et c'est très compliqué de se faire un retour de ça, parce que des fois un truc va être très vendu, mais ça ne veut pas dire que les gens l'ont aimé. C'est peut-être celui d'après qui va moins bien se vendre. Et en fait, ça veut dire que celui qui s'est bien vendu n'a pas plu. Et on est obligé de le savoir parce que, ne serait-ce que pour se dire, est-ce qu'on est dans les clous ? Parce que c'est une reprise. Finalement, moi, je compare une reprise à quelque chose de, pour le coup, qui est plus proche de la politique politicienne. On est censé vendre à un public que ça va plaire aux gens d'extrême gauche et aux centristes. On sait bien qu'un homme politique, il essaie de ficeler ça à un moment donné, ça tient ce que ça peut le temps des élections, puis après il déçoit tout le monde. Mais en BD, quand on nous dit reprenez Spirou, et ça doit plaire aux gens qui l'ont aimé quand ils ont lu Franquin à 12 ans, et un gamin qui lit du manga, on est dans le même problème de grand écart facial, un peu douloureux du coup, où on fait comme on peut, et les chiffres de vente sont un peu une manière de réagir à ça. Très clairement, dans la réflexion sur Supergroup, il y a aussi une réflexion là-dessus. C'est de dire, on a tenté de préserver les deux publics, les gamins et les aficionados de la première heure. On se rend compte que les gamins, ils suivent pas trop Spirou, parce que de fait, soit il y a une passation de leurs parents, mais soit ils iront pas le chercher tout seul dans un magasin. C'est très rare qu'un gamin dise « je veux Spirou ». Éventuellement, le petit Spirou, pourquoi pas, mais plutôt Naruto, plutôt voilà, ou d'autres séries, bon bref. Donc, et avec Supergroup, c'est comme si on disait, bon bah là, vous savez quoi, on va pendant un temps s'adresser aux enfants, parce que ça fait 80 ans que cette série existe, c'est le plus vieil exemple d'une série encore existante. Donc on a une responsabilité. Oui, et avec le journal, on a une responsabilité que ça perdure, y compris en prenant des risques, y compris en fâchant un public qui n'aura pas envie de lire Supergroup, d'où l'intérêt d'en faire presque un spin-off. C'est une manière de dire gentiment aux aficionados de la première heure, vous savez quoi, je pense que ça ne va pas vous plaire. C'est un peu comme du comics, c'est un peu comme du manga, vous allez sans doute détester, mais là on tente un truc vis-à-vis des enfants qui seront le lectorat de demain. Alors on échoue, on réussit, ça l'avenir le dira, mais il y a un vrai risque, moi je trouve plus intéressant, que des ventes qui sont bonnes, mais tout est dans le mais. C'est-à-dire on sent que c'est des ventes qui vont se tasser, il y aura moins d'excitation dans les librairies, on va dire, ah tiens, c'est le dernier Spirou. Bah oui, mais j'ai pas envie de faire une reprise pour qu'on se dise, ah c'est le dernier Spirou, faut qu'il y ait une excitation, ou alors faut passer la main. Pourquoi pas. Et puis, juste 2 secondes, mais Spirou, ça n'a jamais été non plus la meilleure vente de Dupuis, mais comme ça a été mais c'est mythique. Et en plus, et moi, quand j'ai travaillé avec plusieurs personnes chez Dupuis, parce que j'ai une sorte pendant qu'on a fait nos albums pendant 4 ans, de succession de personnes, comme ça on avait à peine les temps de les connaître qu'ils étaient déjà repartis, mais ils avaient tous un point de vue sur les choses. Mais surtout, ils ont quand même tous, et malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir, mais ils ont toujours tous conscience que Spirou, c'est quand même l'âme de Dupuis. Donc c'est en ça que c'est important. C'est-à-dire, c'est pas juste... les ventes, évidemment, c'est important, mais ce personnage-là, qui vendait, je sais pas, 10 fois moins ou plus que Lucky Luke, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour les éditions Dupuis, et donc il y a forcément une pression là-dessus, et cette pression-là, c'est celle-là qui est difficile à gérer, parce que on a le droit de faire ce qu'on veut, mais en même temps, on essaye de pas choquer. Donc nous, on a fait, par exemple, le Spirou manga avec un copain japonais qui est là, d'ailleurs à Saint-Malo cette année, et on avait fait ce Spirou manga, et c'était intéressant parce qu'il avait été publié dans le Soir, et dans le journal, donc un journal belge. Et en fait, le rédacteur du Soir me disait, c'est incroyable en fait, il y a un âge moyen qui est 27 ans, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 27 ans et qui nous écrivent trouvent ça génial, les gens qui ont plus de 27 trouvent ça à chier. Et c'était intéressant. Pile à 27 ans. Ouais, attends, c'est étonnant ça. Et donc, je pense qu'avec Supergroup, c'est un peu la même idée. Du coup, c'était intéressant, et c'était la même... Thierry Tinlot nous avait dit, qui était l'ancien rédac-chef, il nous avait dit, il faut qu'on aille toucher les enfants. Ça fait 14 ans, je crois, quand nous on a commencé, qu'il n'y avait pas eu d'album. Et il faut qu'on redonne un nom à Spirou, qu'on reconnaisse le personnage, et il faut qu'on aille chercher les enfants. Et ça n'a pas marché, donc si vous y arrivez, c'est vachement bien. Honnêtement, c'est pas gagné. Ouais. Mais pour justement évoquer cette complexité, le premier album qu'on avait fait, donc le 51, Alerte aux Orcons, on nous avait dit, en gros, le retour était pas mauvais, en disant, bon, c'est bon, vous avez... c'est quelque chose qui était très correct. Vous avez trouvé l'âme, on a retrouvé l'âme, parce qu'elle avait quand même, je voudrais pas le dire, mais elle était un peu perdue avant, à cause des couleurs informatiques, je pense. Et les gens... Et du côté un peu figé du temps. Voilà, et des gens nous avaient dit, mais vous avez un peu un balai dans le... Voilà. Et, allez, lâchez-vous un peu. Nous, on dit, ok, on se lâche, la face cachée du Z, le Groom-Garou. Spirou mute sur la Lune.
Ok, retour en face. Oh ouais, quand on a dit se lâcher. Mais les gamins ont aimé. Alors oui, l'album il n'est pas parfait, c'est pas la question, mais on s'était permis de s'amuser vraiment en disant bah ouais, si on peut se lâcher, on se lâche. Donc c'est sur la lune, allez bim, il se transforme en groom-garou, parce que c'est rigolo de dire groom-garou, enfin c'est aussi con que ça presque. Et on voulait faire une référence au côté cauchemarrant de Franquin. Bizarrement, il y avait une parenté, c'était que Franquin dessinait des monstres. Et on s'est dit là, on va faire un monstre, mais c'est Spirou, et on va montrer qu'en plus c'est un peu un bad boy quand même. Et la volée de bois vert, elle venait des gardiens du temple. Mais ça nous a un peu traumatisés, en fait. Soi-disant gardiens du temple. Oui, mais en même temps, ils ont raison. Enfin, comment dire, ils ont raison. Ils ont le droit de penser ça. Moi, je peux pas leur en vouloir de pas aimer. Simplement, ça nous a traumatisés parce qu'on s'est dit, merde, on va les perdre. Sauf qu'on se rendait pas compte qu'on pouvait gagner les enfants. Mais on s'est dit, on voyait ce qu'on perdait, on voyait pas ce qu'on gagnait. Et du coup, on a vite rectifié le tir. On a fait une série assez respectueuse, peut-être trop respectueuse. D'où l'intérêt, effectivement, de changer de paradigme en disant, bon, Super Groom, ça ne vous plaira pas. Les gens qui n'ont pas aimé la face cachée du Z. Par contre, que va en penser un gamin? Moi, je pense que ça peut les intéresser. On change le chapitrage, on essaie de mettre plus d'action, on essaie de s'amuser d'une autre manière. Dire que ça va marcher, j'en sais rien, mais c'est excitant. Et si déjà nous, on est excité à le faire, il y a des chances que ça soit quelque chose qu'on peut communiquer. Actuellement, on s'amuse énormément avec Johan, ça nous redonne une deuxième jeunesse, en fait. Mais alors, finalement, lorsque les éditions Dupuis vous disent c'est bon, vous avez Spirou, vous avez le contrat, quelle est la pression finalement sur les épaules? Parce que est-ce que c'est le youhou, j'ai Spirou, je suis content, ou sinon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Déjà, on va dans des restaurants de luxe, on claque tout. On s'achète une Porsche, parce que bon, les contrats sont quand même mirifiques, quoi. Tu as peut-être un contre... Non, là, au niveau du pognon, je peux pas dire ça, c'était bien, hein, franchement. Je peux pas... Ah, ça a dû changer après, alors. Nous, on n'avait pas l'âme, mais on avait le pognon. Hein. Ah putain, mais comme je préférais cette époque. Ah, mais je suis trop bête, moi. Non, mais c'est sûr que la pression, elle doit être là, hein, parce que comme l'a dit Jean-David, c'est vrai qu'on se sent investi de ce personnage. C'est notre personnage à nous, presque, c'est malheureux à dire, mais c'est presque plus à nous qu'aux auteurs. Alors, s'il n'y avait pas d'auteur, évidemment, ces deux marionnettes que sont Spirou et Fantasio resteraient sur une table là-bas, ils ne seraient pas incarnés. Donc on a besoin des auteurs pour rentrer à l'intérieur, pour les faire vivre, etc. Mais on scrute quand même attentivement ce qui s'y passe. Donc on est toujours attentif à Spirou et Fantasio. En fait, c'est bien sûr qu'il y a une pression, parce qu'on veut pas, contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre, on ne veut pas faire n'importe quoi. Mais il faut oublier cette pression, parce que sinon, de fait, on écrit avec un balai dans le... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc il faut arriver à faire comme si de rien n'était. Trouver du plaisir. D'où l'intérêt de faire abstraction de certaines critiques trop virulentes. Mais après, je pense que les gens qui font ça ne pensent pas toujours au fait qu'ils sont lus par les auteurs. Des fois oui, mais des fois non, la plupart du temps. Et que nous, on est sensible à une critique. Si quelqu'un dit non, mais ce truc, ils se sont complètement plantés, on part du principe qu'on a en face de nous quelqu'un de raisonnable, rationnel, qui a des bonnes raisons de le penser. Des fois, c'est le cas. Et donc, il faut arriver à entendre les critiques, à les intégrer, sauf qu'il y en a un millier qui sont différentes. Quelqu'un va dire, j'adore le groom-garou, l'autre, je le déteste, comment tu... Bon. Et après, à y trouver du plaisir. Et tant qu'on y trouve du plaisir, on peut continuer. À un moment donné, je crois qu'on estime que justement, on est en train de se dire, oh là là, je vais y aller comme je vais au turbin. Non, ça va pas. Et d'où l'intérêt de ménager des espaces de créativité. Et je trouve que Dupuis joue le jeu, parce qu'en prenant un risque comme Super Groom, c'est une manière de prouver qu'ils ont encore, justement, 80 balais après, une envie de faire vivre le personnage. Moi, je trouve ça génial, ça. Pour les aventures de Spirou, quelle est la règle? Il n'y a pas de règles, ou en tout cas les règles sont les mêmes. Alors historiquement, et c'est comme ça que ça a été fabriqué, il y a une série mère, et donc du premier album, qui n'est pas tout à fait le premier Spirou non plus, puisque le premier album est un album de Franquin, donc c'est déjà le troisième auteur, c'est un peu particulier. Et puis il y a toute une suite d'auteurs jusqu'à aujourd'hui, où on est dans la cinquantaine. Pourtant, en fait, on s'est rendu compte que quand on a fait le Spirou vu par Yann et Schwartz, par exemple, ou celui d'Émile Bravo, en fait, c'était une vision de Spirou, mais qui n'était pas vraiment différente. Et c'est ça qui nous amenait aussi à faire Super Groom, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a le Spirou 2. Il y a le Spirou de Morvan et Munuera, comme il y a eu le Spirou de Franquin, comme il y a le Spirou de Fournier, comme il y a celui aujourd'hui de Johan Evelman, comme il y a celui aujourd'hui de Yann et Schwartz. Et d'ailleurs, en fait, on a entamé toute une réflexion de catalogue là-dessus, en disant on va probablement faire sauter cette aberrante numérotation qui va du numéro 1 à 50 pour dire Morvan et Munuera, il y en a 4, ça va du tome 1 au tome 4. Ce qui me semble tout à fait logique dans une politique où
ces personnages, Spirou et Fantasio, n'existent pas sans auteur. Donc en fait, chaque Spirou est un Spirou 2. Mais il y avait au début, dans les premiers one-shots, enfin appelons ça comme ça, les Spirou Par, il y avait un peu plus de liberté, dans le sens où, par exemple, revenir dans les années 30 et montrer une naissance possible de Spirou n'était a priori pas compatible avec la série mère. Donc il y avait cet excès-là de liberté, utilisable ou pas. Le Spirou qu'on avait fait avec Johan était, somme toute, un Spirou qui aurait pu s'intégrer dans la série. Mais bon, et il se trouve que voilà, on démarrait, on n'avait peut-être pas suffisamment la possibilité de réfléchir à tout ce que ça aurait pu être, ou pas la bonne idée qu'a eu Émile de dire tiens, bah, c'est de ça que je vais m'emparer. Mais peut-être qu'effectivement maintenant, en particulier avec un truc comme Supergroom, on est en train de un petit peu brouiller les choses, dans le sens aussi d'ailleurs peut-être négatif. À une époque, on nous a reproché qu'il y ait trop de Spirou, des one-shots, la série principale, des mangas, etc. Je pense que c'est quelque chose dont Dupuis tient compte actuellement en resserrant un peu sur quelque chose principal. À l'inverse, ce serait dommage de dire que pour éviter le brouillage, on évite d'aller voir d'autres auteurs. Je trouverais ça dommage. Moi, j'aime bien que ce soit d'abord la créativité qui l'emporte. Et comment s'y retrouve le lecteur alors? Retrouver le lecteur, d'abord le lecteur de Spirou, la preuve en est, c'est que tout le monde scrute quand même les auteurs. Oui. Donc je ne pense pas qu'il s'agit de retrouver les lecteurs, ou bien comme le dit Fabien, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser à créer avec Spirou qui va plaire à tel lecteur. Et donc effectivement, quand on se dit... ah ben comment est-ce qu'on fait pour plaire aux enfants qui ne sont pas nés avec Spirou, qui en ont vaguement peut-être entendu parler ou c'est dans la bibliothèque de leurs parents, ben c'est comment on leur crée un Spirou qui est susceptible de leur plaire. C'est ça la vraie question. Mais ça marche aussi parce que toi, tu es là depuis longtemps. T'as pas l'air vieux du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais si, je veux dire, il y a une sorte de continuité que tu peux suivre. Et nous, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on a eu quatre directeurs éditoriaux qui avaient 4 fois une vision différente de Spirou et des publics différents à viser, alors qu'on avait dès le départ, nous, imaginé quasi les 4 albums pour avoir un panel, tout ça. Donc maintenant que c'est un peu stabilisé chez Dupuis, parce qu'il y a eu des problèmes pendant longtemps, enfin, voilà. Je pense que c'est bien, parce que ça vous permet quand même de réfléchir à la chose posément et sur le long terme, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le cas à notre époque, donc c'était complexe. J'ai connu, mais de loin, une autre époque qui était l'après-Fournier, où il y avait aussi toute une... C'était même pas une réflexion, c'était une panique à bord à ce moment-là, qui était d'ailleurs symbolisée par un directeur du concept Spirou, qui était un des personnages réels les plus amusants que j'ai jamais connus. Bon, c'est une parenthèse, donc à l'intérieur de Dupuis, il y a des personnages amusants aussi. Mais il y avait une arrogance, enfin, c'est pas une forme d'arrogance, mais il y avait... cette croyance que l'éditeur, puisque c'est son personnage, sait mieux quoi en faire qu'un auteur, ce qui n'est pas vrai, en fait. Et donc, il ne faut pas arrêter de dialoguer, de se dire comment on peut faire, dire ok, on va ensemble vers quelque chose, on peut se tromper ensemble, et ça, c'est vraiment le plus important. Et pour rendre à César ce qui est à César, avec du recul et après avoir essayé, je vois à quel point Tom et Jean-Henri ont fait un travail de fou. Parce qu'ils ont réussi à l'époque, alors qu'ils n'étaient pas attendus, et que justement il y avait un grand flou artistique sur qui va reprendre la série. On pensait à Chaland, on pensait à Covin, on pensait à eux. Et ils ont réussi pour le coup ce grand écart entre public âgé et enfant. Et c'est eux qui ont poussé les ventes au plus loin, beaucoup plus loin que Franquin, en réalité. En plus, ils ont créé le petit Spirou. Donc moi, sur le moment, ça me paraissait... je me dis, bah, ça a l'air facile, ils le font. Maintenant que je suis au volant, je réalise que c'est un 38 tonnes extrêmement puissant. Alors le marché n'est pas le même aussi. On parle d'un marché qui était plus florissant à l'époque, mais je crois quand même qu'ils avaient réussi un tour de force. On peut leur rendre grâce là-dessus, qu'ils ont été très très forts, quoi. Il y a quand même une connexion entre la série de One Shot, parce que lorsque Jean-David, tu as pris les commandes, à ce moment-là, il y avait Fabien Vellman qui prenait le premier One Shot, et en fait, il y a eu une espèce de connexion, tu as regardé apparemment tous les scénarios de One Shot qui se faisaient. Ceux qui étaient en préparation, ouais. Voilà, donc il y avait Fabien Vellman qui faisait le sien, et il a accepté de changer quelque chose, parce que il y avait apparemment un lieu qui était le... Ouais, il y avait un truc, j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, moi aussi, c'est marrant. Maintenant que tu me le dis, effectivement, on a dû le dire dans une interview, donc, mais tu sais, moi, c'est le vieux monde, donc... Oh merde, je me mets à parler comme notre président, que je salue au passage. Mais je crois qu'effectivement... Est-ce que c'était pas sur la Palombie? Je crois que c'était sur la Palombie. Ça devait être l'homme qui ne voulait pas mourir, qui se passait en Palombie, et du coup, moi, je devais être en train... Attends, sur quoi je bossais à ce moment-là? Ça devait être dans le one-shot.
Je pense que j'avais imaginé d'abord que ça se passerait en Palombie et que j'ai dû du coup transposer ça vers la Nouvelle-Zélande ou quelque chose comme ça en me disant ah oui, ça serait quand même dommage qu'il y ait une redite. Autant le faire en bonne intelligence, en fait, et que ça soit pas trop proche l'un de l'autre. Et maintenant, est-ce que tu regardes aussi les scénarios des autres auteurs? Bah, ça a pu jouer. Alors des fois, d'ailleurs, c'est malheureusement parce que j'ai appris, par exemple, qu'il y avait l'album qui sortait autour du film de Spirou. Or, j'étais en train de penser à un scénario qui était proche d'un tournage, en fait, qui se passait dans un tournage. Donc à un moment donné, j'ai dit, bah, on peut pas sortir 2 albums en même temps qui ont comme cadre un tournage, même si le mien se passait plus à Hollywood, celui ça devait être c'est Bocquet qui l'a écrit, se passait plus dans un tournage français, mais à un moment donné, je me suis dit, il y aura forcément des répétitions, des redites, et pour le lecteur, un brouillage supplémentaire. Donc dans ces cas-là, une fois que je l'ai su, j'ai préféré rétro-pédaler et partir dans une autre direction, parce que je me disais, sinon, on va rajouter de l'ambiguïté à l'ambiguïté. Donc oui, bien sûr, il faut essayer d'en tenir compte. D'où l'intérêt, en revanche, que par exemple, ce qu'on a évoqué avec Sergio, c'est que le temps de lancer Supergroom, c'est vrai qu'on met la série mère un petit peu entre parenthèses, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais au moins pour clarifier que, bon, regardez, on lance Supergroom, c'est autre chose, vous l'aimerez, vous l'aimerez pas. Il y a un peu moins de one-shot, je crois. Alors, je ne sais pas à quel moment ils vont reprendre, mais... En fait, l'idée, c'est d'être extrêmement clair. Il y a Supergroom, qui est un spin-off de Spirou et qui emploie le personnage de Spirou. Et d'un côté, il y a ce qu'on appelle le Spirou Park, puisque c'est plus un one-shot, c'est celui d'Émile. Oui, qui prend pas mal d'albums maintenant. Et pour l'un et pour l'autre, et pour assurer la clarté des choses, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, comme ça je peux te le dire, Fabien. D'accord. Je te l'avais pas dit. Ah ben c'est fini. Bon ben je vais y aller. Et sachant qu'après, là encore, j'entends les craintes de gens qui diraient ben oui, mais moi j'aime la série mère et tout. Je pense que l'idée n'est pas de l'arrêter définitivement, mais de dire à un moment donné, essayons simplement de poser une proposition, qu'elle soit audible. Et une fois que cette petite musique qu'on essaie de créer nous-mêmes et qu'on découvrira en le faisant, parce qu'entre ce qu'on promet de faire et ce qu'on fait, il y a une différence, c'est celle de la fabrication de quelque chose. Ce qu'on espère, c'est avoir trouvé une petite musique de Supergroom à un moment donné et de se dire est-ce que c'est audible, est-ce que c'est intéressant. Après, à nous de faire le point et de voir s'il vaut mieux que la série mère reprenne, comment, etc. Je crois que le tout, c'est que ça reste ouvert et surtout avec les retours des lecteurs. Moi, ça, c'est la chose la plus importante. Et alors, comment ça se passe pour Robedos? Alors, en fait, là, je peux dire mais oui, c'est ça. C'est né d'une réflexion commerciale de notre marché néerlandophone. Donc, la néerlandophonie, pour vous dire, c'est la partie au nord de la Belgique des gens qui ne parlent pas la même langue que moi et qui parlent le flamand. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors un jour, je vous ferai un cours parce que à Bruxelles, on parle en majorité français, mais c'est la capitale des Flamands. Enfin, tout est très compliqué à comprendre. Voilà, j'ai essayé de voir, je me suis dit ça a l'air trop compliqué pour moi. Bref, en fait, le marché flamand, qui était habitué à vendre du Spirou, qui s'appelle Robedouce, voilà, c'est ce nom-là, nous dit le journal n'existe plus depuis 2004. Et donc, on voit que les ventes et la notoriété du Spirou flamand est en baisse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, on a réfléchi, mais en fait, il y a une différence culturelle fondamentale dans la bande dessinée du nord et du sud du pays. C'est pas les mêmes auteurs, c'est pas le même genre de graphisme, c'est très populaire, c'est beaucoup moins cher aussi, c'est des albums qui coûtent 6 €. Et donc on s'est dit, on va tenter quelque chose, on va prendre des auteurs qui sont purement flamands, qui vont raconter une histoire qui soit susceptible de plaire au public flamand. Et donc on va construire un album. Et c'est une tentative de le faire. Mais pour l'instant, c'est le Spirou, c'est le Robedouce de nos amis flamands. On a fait la même chose avec un auteur hollandais. C'est une histoire de Spirou qui se passe à Rotterdam, avec un auteur hollandais, et notre éditeur allemand s'est dit, eh bien, on va faire la même chose. Et là, on parlait. Et donc, ils ont choisi un auteur allemand. Ils n'étaient pas emballés par le journal d'un ingénu? Gag. On peut couper? Si. Ça, c'est leur propre passé, leur propre enfant. Oui. Donc, ça s'appelle Spirou à Berlin, donc forcément, c'est une thématique allemande. En 2021, c'est ça? Non, il est sorti cette année-ci. Cette année-ci, d'accord. Non, mais en France? En France, on ne sait pas, parce que pour l'instant, en fait, c'est destiné au public allemand, et donc on verra s'il y a une traction pour le public francophone qui est assez... Il a l'air assez joli, en tout cas. Oui, il est très bien. Ouais. Mais donc voilà, et alors ils étaient très heureux parce que d'une vente
habituel d'un Spirou traduit. Il y a, en un an, voilà, c'est pas des ventes énormes, hein, c'est 6 000 exemplaires. Là, ils en ont fait 25 000 exemplaires. Donc voilà. Ah, bravo. C'est une manière créative, en fait, de susciter la notoriété du personnage sur un marché qu'on est en train de perdre. Donc, il y a de la création, et il y a de la vraie création, parce qu'il y a eu la même confiance vis-à-vis d'un auteur. C'est lui dire, voilà le personnage, tu le connais, tu en es amoureux, tu connais les valeurs, laisse-le nous aussi propre que quand on te l'a donné, mais fais quelque chose. Ah, pardon, désolé, je savais pas ça. Tu me l'aurais dit plus tôt. Photo de la réunion. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est à ça que ça correspond à cette volonté éditoriale, hein, puisque comme éditeur, on est toujours entre l'œuvre de création et la rencontre avec un public, mais là c'est un public et un marché particulier. Dernièrement, donc, il y a eu un événement, Spirou, ou plus exactement le journal de Spirou, il mis l'honneur de l'ONU, et je me suis demandé pourquoi c'était le Spirou d'Émile Bravo qu'on montrait. Est-ce qu'il y a eu une vraie réflexion sur celui d'Émile ? Moi, j'ai l'impression que c'était lié au fait que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale et que l'ONU, voilà, c'est né à ce moment-là. Je crois que ça a été un des facteurs importants. C'est un des facteurs importants. C'est un groupe, pas un facteur. Voilà. Deuxième bon mot de la soirée. Et voilà, il faut. J'ai hésité la première fois, mais la deuxième. Il faut très vite que j'en place un. Ouais, là 1-0. Hein. Ouais, j'avais 2-2-0 là, mais il faut que je vite un gag. Laisse tomber, tu ne seras pas payé. Oui, non, d'accord. Et puis peut-être que c'est de manière moins dissimulée et beaucoup plus transparente en fait dans l'œuvre d'Émile, en tout cas dans son Spirou et Fantasio. Il y a clairement une évocation des droits de l'homme et de l'ONU qui nous semblait plus transparente, plus facile, plus immédiate. Voilà. Et l'autre chose dont je me suis demandé, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, je ne sais pas si Émile Bravo est dans la salle, il pourra peut-être nous répondre, je ne sais pas. En fait, c'est par rapport au signe, on nous parle du signe de Spirou, qui est comme ça. Alors moi, j'ai été scout, je connais celui-là, je connais celui des louveteaux, qui est celui-là. Celui-là, je ne le connais pas, je sais que c'est le plus fort qui protège du faible, mais alors les deux doigts, je ne sais pas ce que ça représente. Alors, c'est une espèce de salut comme ça. Je crois que c'est comme ça que Émile le décrit, en tout cas, c'est sa façon de saluer les gens. D'ailleurs, on le voit au festival de fête, il dit comme ça, puis on dit mais donc c'est vrai, tu crois à ton histoire. Mais je crois que c'est sa manière, et il la trouve un peu désuète lui-même, c'est un peu du style « Bonjour la compagnie ». C'est une des phrases un peu à la Spirou, comme « Ami partout, toujours », enfin c'est des phrases qui sonneraient un peu désuètes. Comme son Spirou s'inspire de ça, je pense qu'il y a une logique autour de ça. Ceci étant dit, j'avais l'impression d'avoir vu ce geste ailleurs. Dans la série Spirou. Alors, quant à savoir où, j'ai une vague réminiscence que ça existait avant. Voilà, est-ce qu'il y a un archiviste depuis qui est dans la salle qui pourrait nous indiquer ? Apparemment, non. Visiblement, non. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ah, donc c'était vous. Ah, ça explique pas mal de choses. Il y a des gens qui ont bien la tête de leur pseudo. De l'exposition. Moi, je les trouve assez justes. Hein. Il n'y a aucune question sur Spirou, sur le journal de Spirou. On vous impressionne un petit peu. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas si terrible. Non, mais on a tout dit. C'est voilà, plutôt que c'était extrêmement bien mené. C'est gentil, merci. Je t'en prie. Eh bien, écoutez, s'il n'y a aucune question, on va terminer là. À moins que vous ayez un dernier mot à nous dire. Non, moi je dirais quand même que oui, en fait, oui. non, c'est. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a fait un Spirou, c'était dur, c'était une période compliquée et tout, mais que c'était vraiment un plaisir de le faire et qu'on a fait quand même 4 Spirou pour l'éternité, c'était vachement bien. Donc malgré tous les soucis que ça peut poser, tous les problèmes que ça pose, c'est quand même une chance unique et c'est vachement bien d'avoir pu le faire. Je suis assez d'accord que parce qu'on essaie d'améliorer les choses, on va parler des choses dont on se dit qu'elles peuvent être améliorables, mais fondamentalement, ce que je trouve très fort en 80 ans d'existence d'un journal, d'une maison d'édition, d'un héros, c'est que c'est comme une famille. Des fois, on n'est pas d'accord, on peut vraiment s'engueuler en disant ça va pas, non, je trouve que tu... N'empêche que ça continue, qu'on tente des choses assez culottées comme Supergroup maintenant. Honnêtement, je connais pas beaucoup d'éditeurs qui tentent ça. Donc on va dire que qui aime bien châtie bien, on s'engueule parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à défendre et que c'est chouette et qu'on arrive à se faire entendre. Donc on continuera à s'engueuler, mais ça sera dans le bon sens du terme, quoi.
Alors, est-ce qu'on pouvait résumer les différentes parutions? Donc, on a un Spirou, Perrine Bravo, on a la série des one-shots qui vont s'arrêter, c'est ça? Non, elle ne s'arrête pas. Donc voilà, de manière très clairement, il y a Super Groom aujourd'hui. Voilà. Il y a le Spirou d'Émile Bravo, dont le deuxième tome sera constitué de 4 volumes. En tout, ça fait plus de 330 pages, 332 si je me rappelle bien. Les one-shots sont mis, les Spirou vus par sont mis entre parenthèses. Et puis, il y a le journal Spirou qui continue évidemment à vivre. Avec plein d'animations à l'intérieur, et d'ailleurs d'autres auteurs qui reprennent le temps d'une case ou le temps d'une page. Il y a toujours des hommages à Spirou et Fantasio, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivé chez Dupuis, un peu plus de 10 ans, tout le monde, plein d'auteurs me disaient, et des auteurs qui n'étaient pas proches de Dupuis, mais même, ah ouais, Spirou, quoi, le journal, ça existe toujours? J'étais confronté à ça il y a 10 ans, et donc on a créé avec Frédéric Nifle, qui était rédacteur en chef à l'époque, on a créé une rubrique qui s'appelait la Galerie des Illustres, en fait qui nous permet de demander à des auteurs qui ont connu Spirou et Fantasio mais qui se disaient bah ça existe plus, ce journal, je sais pas où il est, mais de faire une page dans le journal et de devenir des auteurs du journal. Et soit dit en passant, pour rendre hommage aussi à ce qu'est le magazine, moi, je fantasmais sur ce que c'était, et c'est là que j'ai débuté. Il se trouve que c'était avec Thierry Tinlot et Benoît Fripia, mais qu'il y a un espace de création. Le Cowboy. C'était Bob le Cowboy, ça c'était après. Ça c'est quand on m'a demandé de faire la pire BD du monde, et bizarrement c'est à moi qu'ils ont demandé de le faire. Et j'ai réussi, et c'est là le pire, c'est qu'ils avaient raison. Mais et qu'il y a un espace de créativité pour un jeune artiste débutant, ce qui était mon cas, qui n'avait pas de formation, qui a voulu apprendre sur le tas, c'était quand même assez exceptionnel, et que ce soit du tout public. Il reste Fluide Glacial, et puis Spirou, il y a peut-être encore, hein, mais ça fait partie pour moi de l'ADN de ce qu'est aussi le magazine Spirou, c'est de donner de la chance à des jeunes auteurs. C'est formateur de faire des histoires courtes, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les faire. Donc abonnez-vous, malheureux si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Non, et puis Jean-David parlait de la période qui a été lourde pour son dessinateur José Luis Munuera et pour lui-même. Et je veux dire qu'il y a eu le fait pour les éditions Dupuis, et j'y étais pas, d'engager ce duo d'auteurs, et puis pour eux d'essayer de renouveler, c'était essayer la rupture avec quelque chose à travers, et en fait il faut toujours se féliciter d'avoir pu le faire. Donc merci. Ouais, je te remercierai un peu. Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, merci d'être venu aussi. Voilà. Et puis merci à vous de nous avoir merci de vos parlé. questions. Super pertinent.